Record. Parfait. Donc, j'ai parti le record et on va espérer que tout va bien aller. En tout donc, cas, moi, c'est marqué enregistrement en cours, donc c'est bon. donc, ça a l'air que ça va bien marcher. Cool. Ouais. Ça va bien, Stéphanie? Oui, ça va très bien. Toi? En forme, on est très bien ici de mon côté et j'imagine de ton côté parce que tu as un beau sourire. Oui. Super. Donc, pour cette entrevue, ça va être très simple. Euh, on va commencer par une brève introduction de moi-même. Moi, je m'appelle Abou Yassine Zaïd et dans le fond, en tant qu'un jeune de 21 ans, j'ai quand même plusieurs expériences qui m'ont permis de me diversifier, d'avoir plus d'informations sur le marché immobilier. Donc, j'ai été vice-président marketing l'an passé pour IMO HEC et cette année, je suis vice-président exécutif. Donc, on est vraiment, j'aide vraiment dans la planification des stratégies et dans l'exécution de ces stratégies. Et j'ai eu une petite compagnie de marketing pour des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires comme toi, mais toi tu es de un très grand niveau, donc pas exactement comme toi, mais semblable, disons. Donc, moi, je ne vais pas prendre plus de temps parce que c'est pas moi qui est la personne de haut calibre aujourd'hui qui va venir nous donner toute l'information que tu vas venir nous donner. Donc, moi, je te laisse la place pour commencer à t'introduire. Merci, Stéphanie. C'est bon. Merci à toi, Abou. Écoute, dans le fond, je me présente rapidement. Stéphanie Potvin, je suis courtier hypothécaire professionnellement. C'est mon métier principal. J'ai beaucoup d'autres sphères auxquelles je touche. Donc, 10 ans en tant que courtier hypothécaire. Également, je suis enseignante, professeure depuis 8 ans dans un collège pour les futurs courtiers immobiliers et courtiers hypothécaires. Également, je touche à l'aspect de mon bénévolat qui est par l'Association des courtiers hypothécaires du Québec. Je suis maintenant vice-présidente, donc j'essaie d'aider tout le courtage avec mon savoir-faire, comment on peut améliorer et avoir une meilleure vision de qu'est-ce que c'est qu'un courtier hypothécaire dans la population québécoise. Je suis mère de 2 enfants également aussi, 5 ans et 1 an, donc je roule énormément et mon temps est très occupé. Mais j'ai toujours du temps pour faire des petits podcasts comme ça qui m'intéressent énormément et de démontrer nos savoir-faire et d'expliquer un petit peu c'est quoi nos métiers, nos enjeux, ce qu'on peut vivre sur le terrain, puis peut-être donner le goût à certaines personnes aussi de devenir courtier hypothécaire. On n'est pas assez sur le terrain, il nous en manque présentement. Donc, il y a toujours de la place pour si jamais ce métier-là vous intéresse. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant, surtout le dernier point, parce que moi, justement, on s'en était pas trop parlé, mais c'est quand même un petit poste qui m'intéresserait parce que j'adore l'immobilier, puis être courtier hypothécaire, je crois que j'aime vraiment la partie relationnelle dans le tout, puis j'adore le relationnel, j'adore faire des petits podcasts. Mais on s'en parlera pour une autre conversation. Mais merci, justement, comme tu viens de le dire, tu es une personne très occupée, puis très dynamique, puis très impliquée dans la vie. Et donc, je te remercie pour de vrai de juste prendre ton temps, de venir donner toute l'information que tu as, ou du moins le plus possible que tu as dans ce podcast. Donc, on va commencer les questions justement pour pas trop, pour vraiment optimiser la conversation. Donc, premièrement, on va parler de Hypothéca. C'est quoi exactement Ouais. Hypothéca? Et c'est quoi ses avantages par rapport à aller à une banque traditionnelle? Ouais. Ben, dans le fond, on dit Hypothéca, mais il existe plusieurs autres bannières. Là. Maintenant, on est ce qu'on appelle des cabinets de courtage hypothécaire. Donc, on peut parler d'Hypothéca, Multiprêt, Planiprêt, Intelligence hypothécaire, Architecte hypothécaire. Donc, c'est vraiment tous des cabinets maintenant de courtage hypothécaire. Je dis maintenant parce que depuis le 1er mai, l'ensemble des courtiers hypothécaires ont fait une transition. On est parti de l'OACQ, l'organisme des courtiers immobiliers du Québec, d'un organisme de courtage où on faisait partie depuis pratiquement 10 ans. On a fait une transition avec l'Autorité des marchés financiers au 1er mai. Donc, maintenant, on ne s'appelle plus des agences hypothécaires, mais des cabinets de courtage hypothécaire.
Ça reste en soi le même service, mais au niveau de la loi, notre titre a changé. On reste quand même des courtiers hypothécaires. Je dis notre titre, selon la loi, on est des représentants aussi, mais on est des courtiers hypothécaires. Notre titre a été vraiment statué comme restant. Et évidemment, un cabinet de courtage, qu'est-ce que ça fait? On est, je dis une agence, on est un cabinet, on va offrir un service, on est indépendant des institutions financières. Donc, je dis indépendant, mais on est un intermédiaire avec nos clients et les institutions financières. Donc, c'est très différent que d'aller vers une banque parce que aller vers une banque directement, la banque va offrir son propre service. Donc, une seule offre de service où il y a plusieurs produits à l'intérieur d'une banque, mais c'est une seule offre de service. Un courtier hypothécaire va être capable d'offrir une multitude de produits parmi plusieurs institutions financières différentes. En général, selon les cabinets de courtage hypothécaire, on va avoir entre 15 et 20 prêteurs différents et on va avoir même accès à des prêteurs que le client n'aurait jamais pensé consulter ou n'aurait pas eu accès parce qu'on a, en tant que courtier hypothécaire, des prêteurs exclusifs. Le client ne pourrait pas appeler chez ce prêteur-là pour dire « je veux une hypothèque ». On va le référer directement à un courtier hypothécaire. Donc, on a une exclusivité sur ces produits-là et sur certains, on a aussi des promotions qui sont intéressantes. Et notre expertise va aussi changer complètement la donne parce qu'on est capable de comparer des produits entre institutions financières. Si on va directement vers une banque, elle ne nous expliquera pas c'est quoi le compétiteur. Elle ne va pas nous dire ses avantages et ses inconvénients. Elle va tout faire pour qu'on reste avec son produit à elle. Elle ne va pas comparer avec son voisin. Tandis que nous, on peut comparer parmi tous nos voisins. C'est quoi le meilleur produit? C'est quoi ses avantages? C'est quoi ses inconvénients? Donc, le client va signer une hypothèque en toute connaissance de cause. Donc, il va être au courant de toutes les petites clauses, surtout l'histoire, ce qu'on va parler des pénalités hypothécaires. C'est un gros cheval de bataille. Présentement, aujourd'hui, on est au mois d'août 2020. Les taux sont extrêmement bas, ce qui fait que malheureusement, les gens qui ont signé une hypothèque à taux fixe dans les dernières années ont un taux beaucoup plus élevé. Donc, quand ils arrivent pour briser leur hypothèque, on peut parler de cas de séparation, veulent vendre parce qu'ils n'ont plus les moyens, on se ramasse avec des pénalités faramineuses, extrêmes, parce que les taux ont baissé. Les banques, ils vont reprêter cet argent-là à une autre personne à un taux beaucoup plus bas. Donc, les pénalités vont être extrêmement chères. Et d'une banque à une autre, les calculs sont complètement différents. D'où l'expertise du courtier qui est très, très, très importante dans une transaction. Donc, évidemment, on recommande à tous de consulter un courtier hypothécaire pour sa transaction d'achat, de renouvellement, de transfert d'hypothèque, de nouvelles constructions, de multilogement également. Même au commercial, il y a des équipes commerciales qui existent dans le courtage hypothécaire. On recommande fortement de toujours consulter un courtier, surtout que nos services sont gratuits. Pas au niveau commercial, ça c'est un autre domaine que je ne parlerai pas aujourd'hui, mais nos services sont gratuits. Donc, les clients ont tout intérêt à nous consulter, mais au Québec, on est encore inconnu comparativement au reste du Canada ou même aux États-Unis où c'est par défaut qu'un client consulte un courtier hypothécaire. Au Québec, on est méconnu encore. Si ma mémoire, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a 25 maximum de la population qui consulte un courtier hypothécaire pour sa première transaction. Que font les 75 autres %? Ils vont directement à leur banque, puis ils ne vont pas nécessairement négocier, puis ils ne vont pas nécessairement valider s'ils ont eu la meilleure offre ou le meilleur produit. Donc, on essaie de partager la bonne nouvelle du courtier hypothécaire. On essaie de parler à nos clients et dire, référez-nous. C'est la meilleure publicité que vous pouvez nous faire. Puis si un client est bien servi, il peut référer ses membres de famille et d'autres personnes. Et naturellement, un courtier qui va être attentif aux besoins du client, qui va avoir de l'écoute et qui va être connaissant de son travail, naturellement, après quelques années, il va se faire référer. Puis, généralement, il n'y a même plus le besoin de prospection de clientèle s'il est bon. Donc, il y a de la place
il y a vraiment, vraiment beaucoup de personnes qui pourraient se joindre en tant que courtier hypothécaire. Je pense qu'on est au tout début d'une grosse vague de courtiers hypothécaires qui vont s'en venir sur le marché. Et puis, on ne se pile pas sur les pieds. Je ne rencontre pas que très, très rarement une compétition d'un courtier hypothécaire. La compétition, souvent, c'est le client qui va me dire « Ah, ma banque m'offre tel taux ». Jamais je vais dire, c'est très rare que le client va dire « J'ai rencontré tel courtier ou tel courtier ou tel courtier », puis les offres sont différentes. De toute façon, souvent, j'explique aux clients, les offres vont être similaires. On travaille de la même façon, on a accès aux mêmes traiteurs, aux mêmes, généralement, promotions. Des petites différences des fois, mais c'est très minime. Fait que moi, très souvent, quand j'ai un client qui a déjà rencontré ou consulté un courtier hypothécaire, je leur dis de poursuivre avec cette personne-là. Je ne vais pas aller rechercher le client parce que c'est le même travail qu'il va effectuer avec moi. Donc, question d'éthique aussi, je pense que le marché du courtage hypothécaire, on est vraiment, on s'entraide beaucoup, puis il n'y a pas de, excuse-moi le terme, mais de bitcherie entre nous. C'est un beau métier, c'est un beau, on se respecte les uns les autres, peu importe, bannière confondue selon moi. Donc, c'est une belle profession, c'est sûr. Là, j'ai débordé pas mal de ta question, mais voilà, c'est pas mal ça que... Je crois que dans tout le débordage, tu as quand même très bien répondu à la question. On a passé par plusieurs. Ben, dans le fond, tu as répondu justement à la deuxième question aussi, qui est c'est quoi la différence entre des représentants hypothécaires et des courtiers hypothécaires, mais on peut y aller un peu plus dans les détails. Mais ça, je vais rajouter un peu plus parce que je vais revenir un petit peu tantôt. Je disais qu'à l'Autorité des marchés financiers, on a conservé notre titre de courtier hypothécaire. Et ça a été une bataille avec d'autres collègues qui ont travaillé à la transition. Auparavant, avant l'OACQ, c'était l'ACAIC. Et ces gens-là se sont battus corps et âme pour qu'on puisse avoir un titre à nous. Wow. Moi, je n'étais pas là à l'époque parce que je commençais dans le courtage où moi, j'ai passé comme juste avant le changement de loi. C'est qu'à l'époque, on s'appelait, puis ça, je l'avais, mes premiers pads de publicité pour que les gens prennent des notes. Mon titre, c'est agent immobilier affilié. Donc, le terme de courtier hypothécaire, même si je faisais de l'hypothèque, j'étais un agent immobilier. La loi n'était pas faite pour les courtiers hypothécaires, il n'y en avait pas assez. Donc, on s'appelait des agents immobiliers. Puis là, à un moment donné, il y a des personnes dans l'industrie qui se sont battues puis ont dit on n'est pas des agents immobiliers, on fait de l'hypothèque, on est des courtiers hypothécaires. Donc, ce terme-là a été défendu. Les gens se sont battus pour qu'on puisse avoir une reconnaissance d'une profession officielle. Et ce qui m'amène à parler de la différence justement entre représentant hypothécaire et courtier hypothécaire qui malheureusement est très, très souvent confondu. Beaucoup de personnes vont penser qu'un représentant et un courtier, c'est la même chose. Une fois qu'ils se font expliquer c'est quoi, souvent là, les gens comprennent. Un représentant hypothécaire ne peut qu'offrir le produit de sa propre institution financière pour laquelle il est employé. Il est quand même un peu un travailleur autonome, il est travailleur à commission, comme nous, mais il est vraiment employé. Donc, c'est la banque qui va lui verser ses commissions. Donc, c'est la banque qui l'engage. Donc, il n'a pas besoin d'avoir un permis de l'Autorité des marchés financiers. Ça, c'est bien important. C'est le prêteur lui-même qui lui offre la formation. Donc, il n'est expert que dans sa propre banque. Si on parle d'un courtier hypothécaire, pour qu'il puisse devenir courtier hypothécaire, il doit suivre une formation. Donc, une formation qui va obtenir une attestation d'études collégiales auprès d'un établissement reconnu. Et suite à l'obtention de ce diplôme-là, peut se présenter à l'Autorité des marchés financiers pour faire son examen et obtenir son permis. Il doit respecter des critères, il doit répondre à certaines questions. Donc, pour obtenir son permis, il doit le payer, il doit s'inscrire, etc. Donc, le terme courtier veut vraiment dire qu'on peut magasiner et offrir une multitude de produits sur le marché. Donc, c'est la grosse distinction. Malheureusement, on voit aussi beaucoup sur le marché des représentants qui s'appellent courtiers hypothécaires. J'ai malheureusement vu ça cette semaine et ça m'a sauté aux yeux. Puis je ne peux pas croire que l'institution financière a laissé passer ça sur la carte d'affaires d'une banque que je ne nommerai pas. La personne, elle s'est appelée courtier hypothécaire et elle travaille pour une banque. Donc,
à moins qu'elle avait toujours son permis actif, mais elle ne peut pas magasiner. Donc, c'est lorsqu'on est en lien avec une banque, jamais la banque va permettre un magasinage. Elle va vouloir que les produits soient à l'interne. Mais j'ai vu ça, j'ai été assez choquée. Mais les gens, dans le jargon commun qu'on jase à gauche, à droite, as-tu quelqu'un à me référer pour une hypothèque? Ah oui, mon courtier hypothécaire. Ça, souvent, c'est un terme qui est utilisé pour les représentants. Appelle mon courtier. Appelle mon courtier de la Banque de Montréal. Appelle mon courtier de Desjardins, il va t'aider. Malheureusement, ce n'est pas des courtiers, c'est des représentants. Ils peuvent seulement offrir un seul produit. Donc, c'est la grosse distinction majeure. On pense que peut-être éventuellement, beaucoup de représentants hypothécaires vont peut-être faire le saut dans l'industrie du courtage. On commence à le voir de plus en plus. Donc, ce serait quelque chose peut-être éventuellement qu'on va assister, puisque la nouvelle formation est un peu plus courte et un peu moins dispendieuse. Donc, il y a peut-être certains représentants hypothécaires qui vont peut-être faire le saut aussi dans le courtage à court, moyen terme, ce qui pourrait être très intéressant. Et dernière petite chose, quand on parle de représentants hypothécaires, il y a aussi le terme démarcheur qui existe. Démarcheur hypothécaire, représentant ou même directeur développement hypothécaire, ce sont tous des synonymes. C'est juste parce que la banque, selon sa technique marketing, les appelle différemment. C'est juste ça. Mais ils ne peuvent pas utiliser le terme courtier réservé à ceux qui détiennent un permis autorisé de l'Autorité des marchés financiers en courtage hypothécaire. Super, super, super. C'est très. Vraiment, il y a tellement de différences en ce moment que j'ai réalisé. Donc, c'est l'AMF, n'est-ce pas, qui régit un peu. Présentement, oui. Depuis le 1er mai, on est avec l'Autorité des marchés financiers. Wow, wow. Depuis le 1er mai. Puis avant ça, c'était l'OACQ. l'OACQ. On était avec les courtiers immobiliers, dans le fond, auparavant. Et maintenant, on est rendu avec les conseillers en sécurité financière, beaucoup d'autres types. L'Autorité des marchés financiers gère aussi tout ce qui est assurance de dommages, assurance auto, habitation. Donc, ils ont pratiquement, je ne sais pas combien qui ont de titulaires de permis, mais ils en ont vraiment énormément. Je ne me rappelle plus, je me demande si ce n'est pas 30 000, là, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de conseillers financiers. Planificateurs financiers aussi en font partie. Donc, c'est très gros, l'Autorité des marchés, tandis que l'OACQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, c'est exactement comme ça que ça s'appelle. Eux autres, maintenant, ont gardé que les courtiers immobiliers. Je pense qu'ils sont environ 13 000 à peu près. Nous, on était 1 100 à peu près qui ont fait le transfert. Donc, vraiment, eux ont gardé tout ce qui touche seulement au courtage immobilier. Donc, la discipline courtage hypothécaire, elle est partie à l'Autorité des marchés financiers. Nice, nice. C'est quand même cool que, surtout l'OACQ, ils ont commencé à faire la différenciation aussi. Puis, j'imagine que vous êtes battu aussi beaucoup comme tu me l'as dit auparavant. Ouais. Moi, j'avais une petite question par rapport à ce sujet aussi, parce que là, j'ai l'impression qu'on parle quand même beaucoup de la situation au Québec. Et je voulais juste savoir, est-ce que c'est la même chose dès qu'on sort du Québec? Parce qu'il y a le terme mortgage broker. Oui. Est-ce que c'est vraiment le terme qui représente? Est-ce qu'on utilise ce terme-là pour les représentants hypothécaires à la banque aussi, en dehors du Québec? En dehors du Québec, c'est complètement différent. Il y en existe, c'est sûr, des représentants hypothécaires, mais c'est qu'au Québec, la loi avant, c'est que les courtiers immobiliers pouvaient recevoir une rétribution ou une commission de la part du représentant hypothécaire. On va parler de 0,5. Là, la loi a changé, c'est de l'indication de client. Donc, la banque peut rémunérer un courtier immobilier si celui-ci lui réfère un client, que la transaction soit conclue ou non. Ça, c'est la nouvelle loi qui vient d'arriver. On est la seule province au Canada et aux États-Unis que c'est comme ça. On est bien des moutons noirs au Québec. On fait tout différent. Donc, ici, on est la seule province. Le reste du Canada anglais, je sais qu'il y a certaines façons de monnayer peut-être les courtiers, mais il n'y a pas ce système-là.
Mais il existe quand même des représentants hypothécaires parce qu'ils peuvent s'occuper des renouvellements à l'interne, peuvent faire d'autres choses. Mais le mortgage broker, que ce soit en Ontario ou en Colombie-Britannique, existe. Et là, je vais peut-être devancer ta question de l'Association des courtiers hypothécaires éventuellement, mais ça reste que l'Association des courtiers hypothécaires du Québec, dont je suis la vice-présidente, on fait partie du regroupement CMBA, Canadian Mortgage Broker Association. Le CMBA en Ontario est extrêmement fort, extrêmement présent. En Colombie-Britannique aussi, c'est des associations qui existent depuis plus de 30 ans. Donc, nous, au Québec, cette association-là n'avait jamais eu la possibilité de lever les voiles, je dirais. Ça fait 1 an ou 2 qu'on a le vent dans les voiles et qu'on est fiers de dire que cette association-là existe. On travaille très, très fort et évidemment de façon complètement bénévole. On assistait justement le Mortgage Broker, le MB, c'est une marque de commerce de cette association-là. Donc, on est ici au Québec, on l'a adapté évidemment parce que le MB a un logo vert le reste du Canada anglais. Nous, on a fait le CH en bleu, évidemment, pour Québec. Donc, ça, c'est notre marque de commerce. Et on essaie vraiment de la populariser. On a des vidéos qui nous ont été gracieusement offertes par CMBA BC, British Columbia, pour les partager. C'est quoi un courtier hypothécaire au Québec? Faire la notoriété de dire c'est quoi un courtier, c'est quoi ça peut nous apporter, puis de nous consulter. Donc ça, c'est très important. Le branding, là, il est bien fait au Canada anglais. Les gens sont beaucoup plus éduqués à aller consulter un courtier hypothécaire et il n'y a pas cette fameuse règle là, différente au niveau de rétribution, de partage de rétribution entre des courtiers immobiliers et des représentants hypothécaires. Donc, c'est là la grosse distinction qui est très différente. Mais reste-t-il que le courtage hypothécaire en soi, le Québec est encore, excuse-moi, une bébête à part parce qu'on n'est pas sous la même loi. Donc, nous, ce sont des notaires qui vont rédiger les actes notariés. Dans le reste du Canada, c'est des avocats. C'est le common law, c'est complètement différent. Juste même la structure des évaluations agréées, quand on fait affaire avec un courtier hypothécaire, si une évaluation est demandée, en général, les prêteurs vont les absorber, les frais. Si on parle du Canada anglais, ce n'est pas absorbé, c'est le client qui doit payer et le courtier doit lui-même la commander. Nous, ça se fait tout automatique. Il y a un autre gros point différent, puis je parlais de ça avec un prêteur alternatif récemment, le fameux 1er juillet. Le fameux 1er juillet, la date de déménagement, ça n'existe pas vraiment au Canada anglais. Donc, ici, c'est particulier. On a des promotions exclusives et ça s'applique juste au Québec, où on peut avoir une garantie taux là, en janvier. Les garanties taux sortent pour le mois de juillet parce que les gens veulent déménager en général en juillet. Dans le restant du Canada, ça n'existe pas, ça. Il faut déménager le plus vite qu'on peut lorsqu'on achète une maison. C'est une culture complètement différente. Comme exemple, donner un dépôt lors de l'achat d'une maison usagée. C'est quasiment une obligation dans le Canada anglais, c'est culturel. Ici, c'est rare. Le courtier immobilier doit le proposer. C'est extrêmement rare qu'on va avoir un dépôt d'appliqué pour l'achat d'une maison usagée. Généralement, la mise de fonds, c'est tout fait chez le notaire. Donc, il y a plusieurs distinctions comme ça au restant du Canada anglais. Mais pour faire partie de CMBA, il nous aide énormément dans l'agrandissement de notre association, puisque eux ont l'expertise. Ça fait plus de 30 ans qu'ils ont ces associations-là. Donc, voilà. Wow! Wow! Moi, il y a une grosse différence. Ce que j'ai compris plus, c'est que le Québec, c'est une bébête à part. Je crois qu'on l'a dit plusieurs fois. C'est vraiment ça. Tout à fait. C'est scellé quand même dans plusieurs cas, puis moi, c'est nice. Oui. Ce que j'ai réalisé, c'est que, ben, comment tu l'as démontré, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'avantages d'être un courtier hypothécaire au Québec. Juste en général, d'avoir les promotions le 1er juillet, d'avoir justement tout est automatisé. That's really nice. Moi, ça me donne le goût peut-être d'un jour de devenir un courtier hypothécaire. Tu me vends le rêve. Tu sais que souvent dans mes cours, moi je donne le cours de mathématiques financières pour les courtiers immobiliers. Puis très souvent à la fin du cours, les élèves ils disent, tu sais Stéphanie, là, je suis à veille de changer de profession. Je suis à veille
hypothécaire parce que je suis passionnée. Fait que c'est sûr que je transmets cette passion-là. Puis, ben là, les étudiants sont comme, hey, ça a l'air le fun comme travail parce que moi, souvent, j'arrive, mettons, dans mon cours, puis j'ai 10 chapitres, puis je sais que mon chapitre 8, c'est là qu'on voit tous les calculs mathématiques pour faire une hypothèque. Là, je dis, yes, c'est mon meilleur chapitre, on arrive. Là, je niaise un peu avec ça, mais tu sais, c'est rare que quelqu'un en mathématiques est aussi motivé. Parce que moi, je me rappelle au secondaire, ma prof de mathématiques, moi, ça m'intéressait pas du tout. Moi, j'ai clashé ces mathématiques à l'université. Mon cours de gestion financière, j'ai eu une professeure qui s'appelait Bouchera, puis c'est elle qui m'a débloqué. Et c'est là que j'ai dit, aïe, c'est magique, là, c'est du concret, je comprends la finance. Et j'ai fini avec A+, dans ce cours-là. Quand avant, en mathématiques, j'étais complètement zéro, il y avait un manquement à ma compréhension de comment ça fonctionnait. Puis voilà d'où je me suis ramassée à enseigner à un moment donné cette matière-là aussi. Là. Mais c'est super nice que tu le mettes comme ça parce que, vraiment, ça redonne espoir pour plusieurs, j'imagine. C'est comme si tu me disais, ah, moi, j'étais vraiment comme, c'était pas pour moi les maths, puis là, je suis devenu une prof de mathématiques. C'est basically. C'est vraiment vrai en plus, parce que Ouais. moi, au secondaire, j'étais quand même à l'école internationale. Donc, c'est sûr que il y en avait des bien meilleurs que moi. Tu sais, j'étais dans la moyenne, mettons. Et même arrivé au secondaire, on avait à l'époque les 4,36, les 5,36. Je ne sais plus si ça existe aujourd'hui. Là, ça fait que je suis vieille. Là. Ouais, Mais je n'avais pas réussi à aller au 5,36 au secondaire 5. J'étais pas assez forte. J'avais 60 maximum. Là. Fait que j'avais été au 5,26, j'avais rushé. Rendu au cégep, il fallait que je fasse même pour rentrer à. Moi, je peux pas aller au HEC parce que, c'était loin de chez nous. Puis, il fallait mes 5,36. Là, je savais que l'UQAM, j'avais pas besoin de mes maths. J'ai dit, oublie mes maths au cégep. Je m'en vais à l'UQAM. J'ai fait mon bac en administration à l'UQAM. J'ai pas fait mes maths, mais j'ai débloqué dans l'université. Dans le fond, c'est ça qui s'est produit. Ça m'a fait aimer les maths rendues là. Mathématiques financières, c'est mon dada. Puis c'est vrai que j'haïssais les mathématiques. J'étais forte en français, j'étais forte en anglais, tout ça. Mais côté mathématiques, je détestais et j'ai vraiment appris à aimer ça à l'université. Puis finalement, ça m'a amené, c'est sûr, j'ai travaillé dans une banque, ça m'a amené à faire plein de calculs mathématiques. Okay. Puis oui, il y a de l'espoir parce qu'on peut détester et un jour changer d'avis. Ça prouve juste que l'être humain est très malléable en général. On peut toujours changer. Il n'y a pas une idée concrète qui reste dans le béton. C'est pas vrai du tout. Tu peux juste le prendre. Puis si toi, tu décides réellement de te changer, tu peux changer. Puis c'est ça que tu as fait, Stéphanie. Je t'en félicite. Super. Donc, OK, on va revenir aux questions. Je crois qu'on a parlé de quand même beaucoup de questions. On vient de parler de l'ACHQ, qui est l'Association des courtiers hypothécaires du Québec. Et toi, tu es la vice-présidente. Super. Donc, on a quand même fait le tour par rapport à cette question. À part si tu veux rajouter quelques détails, ou est-ce que tu veux passer à une autre question? Ben écoute, rapidement, notre mission, c'est de représenter les courtiers hypothécaires sur le terrain, toutes bannières confondues. On essaie de créer une très grande famille, d'aider les nouveaux courtiers à rentrer sur le marché, à faire de la formation. Ça, c'est ce qu'on s'en vient à l'automne. On va offrir des formations continues aux courtiers. On essaie de les laisser updater, de les mettre toujours à jour via une plateforme Facebook sur qu'est-ce qui se passe dans le marché, comment ça se passe, parce que chaque bannière ou chaque cabinet de courtage hypothécaire a ses avantages et ses inconvénients. Beaucoup donnent de support, d'autres non. Fait qu'on voit qu'il y a une différence entre courtiers qui ne sont pas au courant de la réglementation en vigueur. C'est quoi les changements? Théoriquement, c'est toujours les dirigeants d'agence, maintenant qu'on appelle dirigeants responsables selon la nouvelle loi, qui sont supposés d'informer leurs courtiers. Mais des fois, on voit qu'il y a des manquements ou des fois, il y a des gens, parce qu'on a le droit d'être courtier hypothécaire à notre propre compte, sans être affilié à un cabinet de courtage. Donc, cette personne-là qui est toute seule chez eux dans son bureau, ben, peut-être qu'elle n'est pas trop au courant de ce qui se passe sur le marché. Donc, on essaie de les informer assez assidûment là-dessus. Éventuellement, on veut faire, c'est sûr, des réunions, tout ça, mais là, on en avait une grosse de prévue, puis le COVID est arrivé
donc annulé. Donc, c'est ça, on fait partie, on essaie d'aider de façon bénévole l'ensemble du courtage hypothécaire à grandir et à promouvoir la profession, à être bien éduqué, à proposer des services aux clients et que les clients nous reconnaissent beaucoup. Comme j'expliquais, le branding, le CH, c'est surtout ça qu'on essaie d'inculquer dans l'industrie, petit peu par petit peu, lentement mais sûrement, parce qu'on est une nouvelle association, donc on a beaucoup de pain sur la planche au début pour la constitution et tout ça. Mais ça s'en vient lentement mais sûrement. Définitivement, puis je suis content qu'on en parle aujourd'hui, qu'on puisse donner. Je sais que ma plateforme n'est pas tant grande, j'ai peut-être genre j'ai 2000 amis sur Facebook qui est quand même nice, puis j'ai genre 1200 amis, followers sur Instagram. C'est pas énorme, mais je suis quand même content que je puisse partager toutes ces informations-là avec mes proches. Parce que on ne sait jamais, il peut y avoir une personne ou deux à l'intérieur de cet auditoire-là qui va faire en sorte qu'un jour, cette personne-là va peut-être devenir courtier hypothécaire, puis cette personne-là va faire partie de l'association un jour. Bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand est-ce que ça va nous retomber en retour, tout simplement. Non. Mais je suis content parce que moi, tu m'as vendu, je vais quand même promouvoir les courtiers hypothécaires. À partir de maintenant, c'est sûr. Je vais essayer de faire la différenciation de même mes amis qui sont représentants hypothécaires, je vais leur dire, guys, va faire ton cours. Exactement. Va à l'AMF. En tout cas, je ne sais pas comment ça marche. Mais... sur le site de l'AMF, c'est marqué comment faire le cours. Il y a des collèges, puis après ça, on va faire l'examen à l'AMF. Puis la formation, je voulais te demander rapidement, ça dure combien de temps en général? Ça dépend des collèges. Il y a des collèges qui donnent la formation 100% en ligne, d'autres qui la donnent de façon virtuelle, d'autres qui la donnaient en classe. Donc, écoute, je pense qu'un 3 mois, 4 mois à temps plein, ça peut se faire, même des fois à temps partiel. Ça dépend du background ou de l'historique de formation que le candidat a. Des fois, ça va très, très vite. Des fois, c'est plus long. Mais il y a 2-3 collèges, puis les plateformes sont assez différentes. Comme le mien, c'est 100% en ligne. Donc, l'étudiant, il fait par lui-même. C'est sûr, il y a un support comme professeur qui est moi, mais il fait toutes ses activités par lui-même. Je ne donne pas de cours magistral. Donc, pour ceux qui veulent l'accélérer, c'est une belle plateforme. Ça peut aller très, très vite parce que tout est en ligne. Examen en ligne, quiz en ligne, tout est en ligne. D'autres collèges, il y en a, c'est sûr, il y a des gens qui aiment ça avoir un professeur aussi en classe. Il y a un autre collège qui le font. Mais là, ils attendent, c'est sûr, le gouvernement pour la reprise là, des cours en classe. Ou sinon, virtuel, il y en a aussi qui le font de façon magistrale avec un vrai professeur live. Donc, c'est à valider avec les collèges. Super intéressant. Et étant un ancien étudiant du cégep, est-ce qu'il y a une cotère derrière le tout dans les collèges ou c'est plus dans le privé? Oh! Qu'est-ce que tu veux dire, un quota? Non, une cotère. Une cotère! Excuse-moi. Non, c'est pas la... Non, nous, les notes sont en pourcentage, puis c'est tout. Il n'y a pas de... Non, ça, c'est pas en vigueur. Il n'y a pas trop de compétition, alors c'est bon. Non, c'est ça, exact. C'est mieux comme ça. Cool. Donc là, je vais aller dans une question un peu plus technique qui était, as-tu des stratégies pour plus facilement se faire accepter une hypothèque? Donc... écoute, c'est sûr qu'en tant que courtier ou que n'importe quel représentant aussi dans une institution financière, on a des règles à respecter, des normes et des procédures à suivre. Donc, la façon d'amener un dossier, des fois, ça arrive qu'un client va consulter une personne puis on arrive avec une solution différente. Souvent, c'est par la méconnaissance de certains produits ou de certains programmes. Donc, ça arrive. Fait que des fois, on arrive avec une solution différente. Ou des fois, c'est vraiment des fois, c'est comme une autre stratégie de dire au client, avez-vous un co-emprunteur, avez-vous une autre personne qui peut s'ajouter à votre dossier, des choses comme ça. Sinon, tu sais, des fois, on dit, des fois, on m'appelle la magicienne Stéphanie, mais ça reste que de la magie, c'est pas réel. On suit quand même les normes et les procédures. Je reste une magicienne dans la conformité, la réglementation acceptable. Donc, oui, souvent, la magie, elle opère parce que des fois,
on a une façon de monter le dossier ou de structurer le dossier différemment. Des revenus auxquels on n'aurait pas pensé, des fois, un prêteur auquel on défend le dossier et lui, il va le voir d'une façon différente comparativement à un autre prêteur. Donc, c'est un petit peu la distinction qu'on peut faire, mais on reste dans la mesure qu'il faut respecter les normes et les règlements. Donc, il faut avoir, c'est sûr, les outils. Il faut que le courtier aille s'informer parmi plusieurs banques s'il y a des possibilités différentes. Mais ça reste c'est l'expertise, l'expérience, c'est sûr qui peut aider. Mais ça reste que les prêteurs sont toujours disponibles pour des situations particulières parce que maintenant, tout le monde a des situations particulières au niveau des revenus, des emplois. C'est de plus en plus rare les statuts temps plein permanents. Donc, on travaille en ce sens pour trouver la meilleure solution. That's very interesting, dirait mon côté un peu plus anglophone. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant quand même, justement qu'on ne parle pas de fraude dans cette conversation. Mais pour de vrai, c'est vrai quand même que l'importance derrière la conformité, du respect des lois, moi, je trouve ça très éthique. Cool. Donc, prochaine question. C'est quand même une grosse question. Que penses-tu des nouvelles calculatrices de préqualification en ligne offertes par des prêteurs tels que les banques? Et est-ce que ça peut affecter le travail des courtiers hypothécaires à moyen long terme? Bien, c'est une super de bonne question parce qu'on va entendre très, très souvent des publicités à la radio ou même à la télé concernant des préqualifications en 60 secondes. On a beaucoup de misère avec ça, les courtiers hypothécaires, parce que c'est très dur maintenant de donner une préautorisation, une préqualification en se basant simplement sur le revenu gagné de l'année passée puis des dettes. Ça va tellement plus loin que ça, le rôle d'un courtier hypothécaire dans une préautorisation ou une préqualification, parce que nous, en tant que courtier, on va demander la documentation, on va poser énormément de questions. Je donne l'exemple d'une personne qui commence à travailler comme sur appel. On le sait, dans le domaine de la santé, des fois, on peut être sur appel, là, peut-être présentement moins, mais il y a d'autres corps de métier où des fois, on est travailleur à commission, sur appel, à contrat pour quelques mois seulement. Mais le client, lui, il pense qu'à son revenu, OK, bon, ben, je suis à contrat, mon contrat, il est bon pour 6 mois, mais je fais 30 000 par année ou 40 000 par année. Fait qu'il va mettre 40 000 dans la calculatrice. Malheureusement, il est à contrat. Puis si c'est un nouvel emploi, puis il n'avait jamais occupé ce type d'emploi-là, ben, ça va être difficile. Son 40 000 ne sera probablement même pas considéré parce qu'on n'a pas de confirmation que le contrat va être renouvelé ou poursuivi. Donc, il va avoir une préqualification officielle parce que sa cote de crédit va être normale et bonne. Mais rendu au processus d'acquisition d'une propriété, on se retrouve avec des vérifications de revenus qui ne fonctionnent pas. On n'a pas fait les vérifications nécessaires. Ou je vais prendre par exemple un travailleur autonome. Le travailleur autonome, ça fait 1 an qu'il est travailleur autonome. Il existe des programmes, là, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ça fait 1 an, nouveau domaine, etc. Cette année, j'ai fait 30 000 de revenus. Mais il n'a pas fait ses impôts parce qu'on n'a pas terminé l'année. Ce client-là ne peut pas se qualifier. Mais dans les préqualifications en ligne, je ne suis pas sûre qu'on va demander le nombre d'années de travail autonome 1 ou même le type d'emploi. Donc, ça peut porter à confusion. On pourrait se ramasser avec un refus. Donc, je pense que la meilleure façon d'avoir une vraie préqualification, une vraie préautorisation, c'est de parler à quelqu'un. Ça peut être à l'intérieur d'une banque ou un courtier hypothécaire, puis d'avoir l'heure juste pour s'assurer qu'on n'ait pas de problématique lorsqu'on va faire l'acquisition. Reste qu'une préautorisation, c'est pas 100% garanti. Des fois, les gens pensent qu'une préautorisation, j'ai ma préautorisation, c'est sûr ça va fonctionner. Non, c'est pas sûr ça va fonctionner. Si la personne a perdu son emploi 1 semaine avant, ça ne fonctionnera pas. Mais les gens pensent que si c'est préapprouvé, OK, c'est béton, ça va marcher. Pas nécessairement. Si entre le moment où la préautorisation, ça a été fait, et le moment où la promesse d'achat est déposée, bien, le client est allé chercher une voiture. Ça, on l'a vu. Un nouveau paiement ajouté de 600 $ par mois. Ben, ça ne marche plus. C'est malheureux, mais c'est vraiment des cas que je raconte qui sont arrivés qui fait que le client, bien, sa préautorisation est plus valide. Si on parle du COVID, c'est encore pire parce qu'on a eu des préqualifications qui ont été faites avant le COVID. Et après le 26 mars, il y a eu des changements.
de tous ceux qui étaient sur la PCU sont plus admissibles. Les préqualifications n'étaient plus valables. Moi, il y a des gens qui ont reçu une approbation, mettons, avant le COVID. Puis ils disaient, hey, je veux magasiner finalement mon taux, mais là, je suis rendu sur la PCU, je suis dans un restaurant, j'ai plus de job. Ben, reste avec ton approbation que tu as eue. La personne est déjà très chanceuse de garder son approbation. Là, ça ne marchait plus. Donc, beaucoup de situations très particulières. Donc, moi, la préqualification en ligne, malheureusement, je trouve que c'est un véhicule de mauvaise information présentement. Peut-être qu'éventuellement, il va y avoir des méthodes plus détaillées, mais je trouve que c'est pas vraiment, selon moi, une menace à moyen ou long terme parce que il reste que la meilleure solution, c'est de parler à quelqu'un, son expertise. Les logiciels vont, selon moi, être toujours limités. À moins que les règlements changeraient, puis ça serait devenu très facile, ce qui serait assez surprenant. On a resserré les règles depuis les 10 dernières années de façon incroyable pour éviter tout débordement, toute faillite ou toute remise de propriété aux banques. Donc, ça serait surprenant. Mais les préqualifications en ligne ont cette limite-là. C'est sûr que 2 personnes qui ont un emploi permanent en plein, ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus la majorité des gens qui sont dans cette situation-là présentement. Non, définitivement, avec la situation du coronavirus, le COVID-19, ouais, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui disent de ne pas dire le mot complet, mais ouais, c'est quand même assez difficile, j'imagine, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont contentes parce que les taux sont vraiment bas, mais ensuite, comme tu viens de le dire, je suis sur la PCU, est-ce que je peux quand même avoir mon hypothèque? Eh bien non, ça c'est quand même intéressant à savoir, mais c'est aussi plate pour plusieurs parce qu'ils ont dû le vivre dans les quelques derniers mois, je suis sûr, parce qu'il y avait beaucoup d'acheteurs. Là, c'est un marché d'acheteurs constamment au Québec. Constamment. Puis les vendeurs, là, je crois qu'ils sont un peu plus frileux à vendre. Oui, vraiment. Vraiment plus. Plusieurs de mes amis courtiers immobiliers me le disent. Puis ouais, je crois que c'est un peu triste comme réalité, mais c'est toujours comme ça. Les meilleurs, ceux qui s'adaptent, c'est eux qui vont gagner à la fin de la journée. Donc, il faut trouver des solutions. Est-ce que toi, tu en as quelques-uns, des solutions, ou c'est quand même assez difficile à dire? C'est assez difficile, c'est du cas par cas. C'est la meilleure solution, là, c'est de rencontrer un courtier hypothécaire. C'est vraiment ça, la meilleure solution qu'un client peut faire pour avoir l'air juste sur sa situation exceptionnelle ou particulière. That's awesome. Parfait. Super. Donc, moi, je crois que ça fait quand même un bon petit temps qu'on est sur l'appel. Donc, on va attaquer la dernière conversation, non, la dernière question qui est, est-ce facile d'avoir un équilibre entre ta famille et ton travail et toutes tes implications? Parce que je crois qu'à travers toute cette conversation, on a vu que tu es une femme très impliquée, Stéphanie. Donc, exact. Ben, écoute, il faut, mais effectivement, ça peut être très difficile pour une personne comme moi qui a bien de la misère à dire non à 1 million de projets, puis qui est passionnée puis qui aime ça. Fait que c'est toujours un challenge intéressant pour moi. Donc, ça devient un peu effectivement difficile. Mais c'est sûr qu'il faut de la discipline puis déléguer. C'est un petit peu ça où je suis rendue. Je vais commencer à plus déléguer encore. Je délègue déjà certaines parties de mes tâches administratives, mais de déléguer un peu plus. Sinon, c'est une discipline, effectivement, de l'organisation. J'ai un horaire bien précis en général. Puis, je me permets de refuser certains dossiers, certains clients, surtout si je sais que ça mènera à rien. Là. Après autant d'expérience d'années, j'ai cette liberté-là et j'ai aussi ce flair-là. Des fois, les gens ne nous appellent que parce qu'ils veulent rester avec leur banque, puis ils nous appellent juste pour tâter le terrain, savoir combien qu'on peut offrir. Ce type de persona ou de clientèle-là, c'est pas du tout le type de clientèle que je vais aller chercher. Il y a des courtiers qui sont spécialisés là-dedans, puis c'est bien correct aussi. Il en faut toutes sortes de courtiers. Moi, mon but, c'est de donner une expertise et un service. Donc, c'est très, très, très différent, l'expérience client que je vais offrir. La disponibilité aussi. Donc, je vais vraiment concentrer mes affaires sur quelqu'un qui en a vraiment besoin, qui veut vraiment avoir besoin de mes services, puis qui
il ne veut pas magasiner, lui. La personne qui veut magasiner son prêt hypothécaire, il a tout à fait le droit, c'est son droit, mais il n'a pas besoin de moi. Il est capable de le faire lui-même. Donc, il y en a des clients qui m'appellent, ouais, mais je magasine partout. Bien, vous n'avez pas besoin de moi. Moi, c'est ce que je vais vous offrir comme service, c'est de vous offrir un magasinage complet, de valider les inconvénients et les avantages de chacun d'entre eux. Il y en a certains qui veulent faire eux-mêmes les démarches, et je respecte ça, mais je leur dis, je ne vous serai pas utile dans votre magasinage. Donc, on s'arrête ici. Bonne chance dans votre magasinage, mais je ne vais pas plus loin que ça. Il y a d'autres courtiers, au contraire, vont dire, ben voyons donc, moi, c'est ce qui me challenge. Il y a des courtiers, au contraire, qui vont dire, ben non, ça, c'est le fun, c'est intéressant. Moi, conciliation, travail, famille, j'aime beaucoup mieux me concentrer mes efforts sur des clients qui vont apprécier mon travail, qui en ont besoin, puis je vais me donner à 100% pour ces clients-là. That's amazing. Honnêtement, je reviens à mon anglophone parce que moi, je suis allé au cégep Marianopolis. Donc, je suis passé de Marianopolis à HEC, donc j'ai beaucoup d'anglais et français dans ma tête. Ouais, ouais. Même un peu d'espagnol parce que je suis dans le bac en trilingue, mais bon. Mais c'est ça, c'est vraiment, moi, je trouve ça très intéressant, surtout le fait que tu délègues parce que moi, c'est quand même un gros problème pour moi. J'ai beaucoup de dans mon entreprise, de marketing. Avant, j'avais beaucoup. En tant qu'un jeune de 20 ans, tu as quand même beaucoup de difficultés de déléguer des fois, puis ça fait en sorte que tu tombes en burn-out. Puis c'est ça que moi, j'ai eu cette année, puis j'ai eu un petit burn-out. Puis j'ai ça quand même assez souvent parce que, comme un peu toi, mais toi, j'imagine que tu gères un peu avec plus d'expérience ta vie. Tu sais quand déléguer, quand prendre un projet, quand ne pas le prendre. Puis moi, c'était quelque chose qui était quand même assez difficile de mon côté aussi. Prendre plusieurs projets, j'étais toujours intéressé, let's go, let's go, let's go, let's go. Puis là, je réalisais pas, mais je faisais moins des trucs que j'aimais vraiment, comme le badminton. J'adorais. Dès que tu arrêtes le sport, fait en sorte que le stress il s'accumule plus facilement. Le stress s'accumule plus facilement, ça fait en sorte que tu gères moins bien les choses. Ça fait juste tout un tralala qui fait en sorte que tu tombes en burn-out des fois, puis tu commences à te questionner sur pourquoi je suis au HEC, genre. Mais bon, ça arrive, ça arrive. Mais oui, effectivement. Mais ça, tu le dis bien, c'est l'expérience. Vu que ça fait quand même 15 ans que je suis dans le domaine, j'ai passé à travers toutes ces étapes-là. La surcharge de travail dans une institution financière, je l'ai vécu. À un moment donné, ben là, le yoga s'installe, l'exercice physique. C'est ça, un moment donné, le cheminement va tout se faire avec les années. Là, c'était ça, depuis le confinement, j'ai plus trop, tu sais, l'exercice physique a pris un peu le bord. C'est difficile, puis je le ressens moi aussi. C'est très important d'avoir une discipline, une cédule. Donc, tu sais, comme moi, j'adore la danse. J'ai repris mes cours de danse cette année. Danse genre pop, là, tu sais. Ben, pas hip-hop, mais tu sais, de la danse. Quand j'étais jeune, là, j'ai repris ça cette année. Ouais, j'ai repris ça cette année. Ça fait quand même 5-6 ans que j'étais assidue sur le yoga chaque semaine. Mais là, confinement plus difficile, il y a moins de cours, etc. Mais on ressent effectivement les effets quand on n'en fait pas, dont la discipline et l'horaire très important de garder ça actif là, pour mieux performer, être plus alerte, moins fatigué, puis une meilleure gestion de vie saine à ce moment-là. Exactement. Moi, je trouve que dès que je fais du sport, en général, comme je suis juste mieux que quand j'en fais pas. Genre, c'est sûr. Tous les hormones qui passent par ta tête et tous les. Anyways, je suis pas un neuroscientifique, je sais pas comment dire, mais je sais que ça me fait du bien. Super. Bon, wow. Moi, j'ai vraiment adoré la conversation. Je sais pas si tu as aimé donner toute cette information aujourd'hui, mais moi, j'ai vraiment adoré entendre tout ce que j'ai entendu. Je t'en remercie honnêtement, Stéphanie. Ça fait plaisir. Moi, j'aime ça. C'est ça. J'aime partager la bonne nouvelle. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime ça parler de ça. J'adore ça. J'imagine que c'est aussi pour ça que tu es une professeure au CEI. Exact. Tout à fait. Je le vois en toi, honnêtement, comme tu adores enseigner. Puis, durant toute cette conversation, j'avais l'impression que j'étais dans un cours passionnant. Comme je pourrais. Oui, bien, ça ressemble à ça un peu mes cours, je te dirais. C'est sûr qu'on passe à travers la matière, mais c'est sûr, je vais donner beaucoup d'anecdotes, beaucoup de situations qui sont arrivées. Donc, oui, c'est sûr que mes cours
on voit la matière, il y a des bouts de plates, là, on ne se le cachera pas, mais on passe à travers. Puis sinon, ben c'est ça, mes cours ressemblent beaucoup à ça. Mes étudiants, moi, ils me voient en caméra de toute façon. C'est pas tous les professeurs qui le font. Moi, j'aime ça au niveau. Moi, je les vois pas, mais eux, ils me voient. Mais je pense que ça donne un peu plus de dynamique au cours, selon moi, là, selon ma perception des choses. C'est plus réel. C'est plus réel. Oui, Exact. Cool. Sur ça, Stéphanie, je vais arrêter le recording. On va se parler un peu. Mais je crois que ça va vraiment conclure notre vidéo d'aujourd'hui parce que, vraiment, je crois que les gens vont avoir assez d'informations. Ils vont être en surcharge un peu tantôt. Super. Donc, je te remercie pour cette vidéo. Puis, on se voit de l'autre côté. OK. Donc,